Les amis, aujourd'hui, on remet ça. Nouveau décryptage de manipulation médiatique. Cette fois, on analyse Apolline de Malherbe sur BFM TV face à Manuel Bompard. Et je vais vous montrer comment elle utilise 6 techniques de manipulation que tous les journalistes utilisent. Alors attention, je ne dis pas que Apolline de Malherbe est une mauvaise journaliste. Au contraire, elle est très bonne dans son travail. Justement, c'est pour ça que ces techniques sont subtiles. Parce que quand vous regardez l'interview, à première vue, vous vous dites, bah, elle pose des questions, c'est normal. Mais quand vous analysez, vous voyez que chaque question est construite pour piéger Bompard. Après cette interview, vous verrez toutes les interviews politiques différemment. Vous verrez les pièges, vous verrez les manipulations et surtout, vous comprendrez comment Bompard les déjoue. Parce que c'est pas juste que Bompard est bon, non, il utilise des contre-techniques précises. Et je vais vous les enseigner. On va analyser 6 techniques de manipulation utilisées par Apolline de Malherbe. Pour chaque technique, je vais vous montrer 1. La technique, comment le piège est construit. 2. L'objectif, ce que Apolline cherche à obtenir. 3. La contre-attaque, comment Bompard déjoue le piège. 4. La leçon, ce que vous pouvez appliquer dans votre vie. Allez, c'est parti. Première technique. Première technique, le piège par association émotionnelle. C'est une des plus vicieuses parce qu'elle joue sur vos émotions. Le piège par association émotionnelle, c'est quoi? C'est créer une émotion forte chez le spectateur. Peur, colère, dégoût. Puis associer cette émotion à la personne interviewée. Exemple, Apolline va longuement décrire quelque chose de terrifiant. Elle prend son temps, elle ajoute des détails, elle crée la peur chez vous. Et ensuite, elle demande à Bompard, est-ce que c'est normal? Le spectateur, vous avez déjà la réponse. Non, c'est pas normal. Donc si Bompard dit oui, c'est normal, il passe pour un fou. S'il dit c'est pas normal, il critique les juges. Lose-lose, c'est ça l'association émotionnelle. Il est 8h29 au moment où on se parle. Vraisemblablement, se trouve dans la nature l'un des détenus considérés comme les plus dangereux de France. Ils sont 100 à avoir été placés dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Viel. Le chef d'établissement avait dit non pour cette autorisation de sortir. Le parquet avait dit non. Et pourtant, le juge d'application des peines a accordé cette permission de sortir. Il va traverser la France sans escorte, avec un dispositif finalement décidé, semble-t-il, un peu à la dernière minute et en totale liberté. Est-ce que vous estimez que c'est normal? Écoutez, je comprends qu'on puisse se poser la question, évidemment, puisqu'on a dit c'est l'un des détenus les plus dangereux de France. Après, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas seulement un juge d'ailleurs, il y a 2 juges qui ont considéré qu'on devait travailler les conditions de sa réinsertion, puisque sa peine, elle va expirer un jour, il n'est pas condamné à vie, et que je pense que c'est légitime de se poser la question de savoir comment on travaille pour que la réinsertion, elle se fasse dans les meilleures conditions. Et je comprends que les gens puissent se poser des questions, mais je pense qu'ils peuvent comprendre qu'on a plutôt intérêt que quand un détenu est libéré, eh ben on fasse en sorte qu'il soit pas tout seul dans la nature précisément, et qu'on ait créé les conditions pour qu'il puisse avoir Est-ce un qu'on n'aurait retour pas dans la pu société, que soit un retour dans les meilleures imaginer les conditions. choses? Stop. Vous avez vu le piège? Regardez comment Apolline construit l'émotion. L'un des détenus les plus dangereux de France. Sans escorte, en totale liberté. Chaque mot est choisi pour créer la peur. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De la peur, de l'inquiétude. Vous vous dites, mais c'est dangereux. Et maintenant, Apolline vous dit, est-ce que c'est normal? Vous avez déjà répondu dans votre tête. Vous avez dit non. Donc, Bompard, quoi qu'il réponde, il est coincé. Mais regardez cette contre-attaque. Bompard fait 3 choses brillantes. Il valide
l'émotion. Je comprends qu'on puisse se poser la question. Il ne dit pas « vous avez tort d'avoir peur ». Il reconnaît la légitimité de l'inquiétude. Il recentre sur le fond. Deux juges ont considéré. Il ramène au fait, à la procédure. 3. Il explique la logique. On a plutôt intérêt à travailler à la réinsertion. Il donne une raison rationnelle. Résultat, il sort du piège émotionnel en ramenant au rationnel. Leçon pour vous. Quand quelqu'un crée une émotion forte avant de poser une question, méfiez-vous. La technique pour déjouer ça. 1. Valider l'émotion. Je comprends l'inquiétude. 2. Ramener au fait. Voici ce qui s'est réellement passé. 3. Expliquer la logique. Voici pourquoi c'est justifié. Ça marche dans les débats, au travail, même en famille. Technique 2. Deuxième technique, la fausse symétrie. Celle-là, elle est sournoise. La fausse symétrie, c'est quoi? C'est créer une équivalence entre deux choses qui ne sont pas du tout équivalentes. Exemple, il y a une marche blanche à Marseille après un drame lié à la criminalité. Les politiques sont là, Bompard est là, et Apolline demande où étaient Jules et Soprano. Elle crée une symétrie entre les responsables politiques et les rappeurs. Pourquoi c'est un piège? Parce que si Bompard dit Jules et Soprano auraient dû être là, il critique des artistes populaires. S'il dit c'est pas leur rôle, Apolline peut dire ah, donc vous pensez qu'ils n'ont pas de responsabilité? Lose, lose, encore. Regardez. Vous étiez d'ailleurs un samedi à la marche blanche à la mémoire du frère d'Amine Kessassi. Vous êtes réjoui du fait qu'il y ait beaucoup de monde. Vous estimez que les gens étaient au rendez-vous, que la France est au rendez-vous? J'estime qu'il y avait la population marseillaise qui a été très émue et à juste titre, et je partage cette émotion et je trouve que c'était important que tout le monde soit là. Maintenant, moi, je veux dire que vous savez, en tant que député de Marseille, malheureusement, des marches après des drames liés à la criminalité organisée, j'en ai fait depuis 2 ans, 3 ans, sans doute une dizaine. Et donc, j'espère que ça sera pas juste un moment médiatique avec tout le monde qui se déplace. Mais d'ailleurs, vous dites tout le monde qui se déplace. Alors oui, il y avait beaucoup de politiques. Mais moi, je reste assez surprise. Il était où Jules, par exemple? Il était où Soprano? Ils étaient où? Je sais pas où ils étaient, peut-être qu'ils étaient là. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, vous savez, pensez qu'ils l'auraient pas dit? Vous les avez vus, vous, en tout cas, vous étiez... Mais moi, je vais vous dire, j'étais là et j'ai considéré d'ailleurs que la présence, elle nécessitait pas forcément d'en faire des tonnes sur les réseaux sociaux parce qu'il me semble que c'était d'abord un moment Il y a eu une forme de d'hommage. récupération, d'après vous? Franchement, je pense qu'il y a quelques règles à fixer dans le débat politique. La première, c'est qu'on évite de faire des polémiques sur des drames. Donc, c'est pas moi qui vais en faire. Mais moi, j'ai considéré, par exemple, et j'étais avec mon collègue Sébastien Delogu, que notre présence, elle était au milieu des Marseillaises et des Marseillais. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on en a fait beaucoup des marches aussi dramatiques. Et bien souvent, les ministres viennent et ils font des annonces. Et puis, quand ils rentrent à Paris, les annonces, elles partent avec eux. Donc, moi, j'espère que ça va pas juste être un moment et que dans 10 jours, en quelque sorte, la vie va reprendre son cours avec les mêmes drames qui vont se poursuivre. Mais je vous pose quand même la question. Jules, Redouane Bourguin-Rabat, Soprano, des grandes personnalités très écoutées à Marseille. Moi, je les ai pas vus. Je ne crois pas que vous les ayez vus non plus. La question, je leur poserai évidemment la question, mais vous ne trouvez pas que ça aurait été leur rôle? Ça aurait été leur rôle d'être là? Je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de faire de polémique avec qui que ce soit, et je pense que certains ont réagi, certains, par ailleurs, ont pu prendre la parole et ne pas forcément être présents à cette marche. Mais on a besoin, là où je vous rejoins peut-être dans votre question, on a besoin d'une mobilisation de la société dans toutes ses composantes contre ce drame de la criminalité organisée. Vous avez vu la contre-attaque? Bompard refuse de jouer. Je sais pas où ils étaient, peut-être ils y étaient. Il fait quoi là? Il refuse la fausse symétrie. Il dit pas ils auraient dû être là. Il dit pas c'est pas leur rôle. Il dit simplement je sais pas. Et après, regardez ce qu'il fait. J'étais là, moi, et j'ai considéré que ma présence
nécessitait pas d'en faire des tonnes sur les réseaux sociaux. Il recentre sur lui, sur son action politique, pas sur les célébrités. Leçon, quand quelqu'un crée une fausse équivalence, refusez d'entrée de jeu. Ne répondez pas à la question telle qu'elle est posée. Recentrez sur votre responsabilité, votre action, votre rôle. Ne vous laissez pas entraîner sur le terrain de la comparaison. Technique 3. Troisième technique. Et celle-là est diabolique. L'humour piégé. L'humour piégé, c'est quoi? C'est prendre une blague sortie de son contexte et de la transformer en position politique. Situation. Sébastien Delogu, député de Marseille, fait un selfie avec quelqu'un. La personne dit en rigolant, on représente qui? La DZ. DZ égale Algérie, une expression marseillaise. Delogu rigole. 6 mois plus tard, Apolline demande à Bompard, est-ce que Marseille appartient à l'Algérie? Elle transforme une blague en position politique. Le piège, c'est que si Bompard dit c'était de l'humour, Apolline peut dire ah, à chaque fois vous dites que c'est de l'humour. Si il condamne Delogu, il condamne son collègue. Lose, lose, encore et toujours. Regardez comment elle fait. Vous avez vu sûrement cette vidéo qui tourne sur les réseaux. J'imagine qu'elle a dû être tournée au printemps, où on voit Rima Hassan et Sébastien Delogu qui répondent à un passant à Marseille qui fait un selfie avec eux et qui leur dit il est à qui ce pays, elle est à qui Marseille, on représente qui? Et Sébastien Delogu qui répond en riant à la DZ. Mais franchement, vous savez ce que ça voulait dire la DZ dans cette expression? Ça veut pas être, ça n'a rien à voir avec la DZ mafia. Franchement, faites attention s'il vous plaît à pas faire des. Non, parce qu'à chaque fois on nous dit que c'est de l'humour. Moi je veux bien, Non, c'est mais que arrêtez. ça n'a rien à voir. La DZ ça veut dire autre chose. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais. Allez-y, la franchement, DZ ça veut dire l'Algérie. non, attendez, oui, mais donc ça n'a rien à voir avec la DZ mafia, et ça n'a rien à voir avec les réseaux de la criminalité organisée. Donc s'il vous plaît, franchement, non, mais on c'est une parle autre de question sujet- d'ailleurs. C'est une on autre parle de question. Bah oui, Est-ce mais que- vous me la posez en même temps, donc je me permets de Ah vous non, dire. c'est pas une autre question que Soyons les un petit peu municipales. vigilants, Non, si non, vous non, voulez bien. c'est pas une autre question Soyons que la un petit peu municipale. vigilants. Maintenant, moi, je veux bien recevoir des leçons sur la lutte contre la criminalité organisée, mais pour l'instant, ceux qui sont au pouvoir depuis des années et des années sont aussi comptables de la situation actuelle. Donc, pardonnez-moi. Mais que ce soit la si DZ vous voulez Mafia bien, ou la à pas DZ des- tout à court, pas des ça vous petites paraît normal vidéos quand qui on circulent demande à sur les quelqu'un. réseaux sociaux et qui sont des vidéos privées ou personnelles. Franchement, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Moi, je fais de la politique avec des propositions politiques. Et on est face à un fléau qui est celui de la Oui, mais criminalité ça me frappe quand même, organisée. Manuel Et Bompard, il qu'à faut y chaque fois répondre qu'on par pose ce des genre de questions, propositions politiques. Vous avez entendu Apolline? À chaque fois, vous dites que c'est de l'humour. Elle fait quoi là? Elle crée un pattern. Elle fait comme si elle, les filles, utilisent toujours l'excuse de l'humour. Donc, dans la tête du spectateur, ça devient ah ouais, encore l'excuse de l'humour. Mais regardez Bompard. Il explique le contexte. C'était dans un moment de selfie, de blague. Il refuse de transformer la blague en position politique. Leçon cruciale. Quand quelqu'un sort vos propos du contexte, réexpliquez le contexte. Dites, voici la situation. Voici le moment. Voici l'intention. Et ne vous excusez jamais pour quelque chose qui était une blague. Parce que s'excuser, c'est valider l'accusation. Technique 4. Quatrième technique. Le procès par représentation. Celle-là, franchement, c'est du journalisme paresseux. Le procès par représentation, c'est quoi? C'est demander à quelqu'un de répondre pour quelqu'un d'autre. Situation. Sophia Chikirou, candidate LFI au municipal à Paris, refuse les interviews en direct. Apolline ne peut pas l'interviewer, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite Bompard et lui demande de répondre pour Sophia Chikirou. Pourquoi c'est un piège? Parce que Bompard, il est pas dans la tête de
Sophia Chikirou. S'il répond, il peut la contredire. S'il ne répond pas, Apolline peut dire « Ah, vous refusez de répondre. Lose, lose, toujours. » Regardez. Éric Coquerel était interrogé sur les remarques homophobes de Sophia Chikirou sur les tafioles de merde et il a répondu que c'était de l'humour. Vous avez beaucoup d'humour. Non, mais c'est pas de l'humour et c'est pas drôle. Mais en l'occurrence, c'était un message privé, si j'ai bien compris. Je ne sais même pas si donc on a le d'ailleurs, droit ce de penser message ça à a titre été privé, mais par contre on ne doit pas le dire en Non, je public. pense qu'elle ne pense pas à ça à titre privé. Mais franchement, Apolline de Malherbe, vous pouvez me faire la série si vous voulez, des messages volés, des messages privés, si c'est votre manière de faire de la politique. Mais pardon, Non, non. moi je considère que notre Non. pays aujourd'hui Mais il je est pense- confronté à des difficultés Mais je- majeures et je me Non, permets Emmanuel Bompard, d'imaginer Emmanuel une Bompard. vision de la politique dans laquelle on peut essayer d'y apporter des Même réponses. moi On n'est aussi, pas tous d'accord après. j'adorerais, Eh ben, moi, j'adorerais. c'est ce que je fais. Et c'est ce que J'adorerais. j'essaye de On va y faire. passer au Et budget, je mais vais pas j'en passer mon profite, temps à vous commenter savez des quoi polémiques que je trouve assez ridicules. Je préférerais poser cette question directement à Sophia Chikirou. Mais il se trouve que vous aurez peut-être remarqué qu'elle n'a répondu à aucune interview en direct Bah, c'est depuis clair que des années. C'est clair que si votre volonté c'est de l'inviter pour lui poser des questions sur des messages Et privés, j'aurais plein de qui questions à lui datent d'il y poser. a 10 Et je ans, pense que tous mes confrères aussi, elle n'a je pense répondu que à ce serait peut-être aucune mieux de lui poser des question questions sur ce en qu'elle direct. aspire à faire pour Paris, par Aucune exemple, interview et à ce que en nous on direct. aspire à faire aux élections Mais municipales. avant, Peut-être que ça vous avant intéresse d'être davantage. candidate au municipal, c'était pareil. Aucune interview. Elle fait ce qu'elle veut, C'est non ça votre vision de la démocratie et de Je l'échange. suis en face de vous, Apolline Oui, de mais Malherbe. Sophia on est en Chikirou, elle est quand train de même débattre. candidate Mais, pour la mairie de Paris. J'ai l'impression que vous êtes déçu que ce soit moi et pas Sophia Alors, je suis Chikirou ravie de en vous face recevoir, vous. Manuel Bon, Bompard, faites comme à ce que chaque vous fois. voulez, mais N'hésitez pas à le lui dire. En tout cas, je trouverais normal, Mais effectivement, elle qu'il y fait ait ce des qu'elle échanges veut, Madame démocratiques. Apolline de Malherbe. Les échanges démocratiques, ils se font à travers des élections, ils se font à travers des campagnes, ils se font à travers Mais des on préfère contacts pas avec répondre les aux questions. citoyennes et les citoyens. Et ensuite, certains répondent à des interviews, d'autres préfèrent avoir une autre forme de débat avec directement les citoyennes et les citoyens. Vous inquiétez pas, Sophia c'est Chikirou, plus elle aura des confortable. réunions publiques, elle aura des meetings, elle fait des conférences de presse, elle en a d'ailleurs fait une pour présenter sa campagne et vos journalistes de BFM y étaient et ont pu lui poser toutes les questions qu'ils voulaient Tout à lui fait, poser. mais qu'elle n'hésite pas en tout cas, des questions en Mais direct je vois sur que des vous avez plateaux de très envie télévision. de la recevoir et je lui passerai donc le message que vous avez très envie de la recevoir. N'hésitez Maintenant, pas. je pense que si vous la recevez, j'espère que vous la recevrez pour parler plutôt de son programme plutôt que des polémiques qui sont quand même assez ridicules. Je pense qu'elle ne me demandera pas la liste des questions avant. Mais est-ce que moi je vous demande la liste des Non. questions avant hein, Et Apolline de si vous Malherbe l'aviez fait, vous saviez bien que j'aurais Et donc jamais accepté. je réponds à vos questions, mais j'ai le droit de considérer que quand vous invitez un responsable politique ou un parlementaire, c'est plutôt pour discuter avec lui des propositions qu'il a à faire pour le pays que des polémiques Le que je trouve budget. assez ridicules. La réponse de Bompard est parfaite. Posez-lui la question directement. Il fait quoi? Il renvoie la responsabilité à Apolline. Il dit, en substance, vous voulez savoir ce qu'elle pense? Invitez-la. C'est imparable parce que c'est logique. On ne peut pas demander à quelqu'un de répondre pour quelqu'un d'autre. C'est du journalisme de base. Leçon. Quand quelqu'un vous demande de répondre pour quelqu'un d'autre, refusez. Dites simplement, je peux parler pour moi. Posez-lui la question directement. Ne tombez jamais dans le piège de parler à la place des autres. Technique 5. Cinquième technique. Et on arrive aux techniques lourdes. La diabolisation par association. La diabolisation par association, c'est quoi? C'est associer quelqu'un à quelque chose d'horrible pour le discréditer. Situation. Un professeur d'histoire à Lyon fait une liste de journalistes qu'il appelle génocidaires à boycotter. Dans la liste, il y a des gens comme Arthur, l'animateur TV, parce qu'ils soutiennent Israël. Apolline va demander à Bompard, est-ce que Arthur, c'est un génocidaire? Vous voyez le piège? Si Bompard dit oui, il accuse Arthur de génocide. C'est énorme. S'il dit non, Apolline peut dire ah, donc vous désavouez ce professeur. C'est le piège le plus vicieux qu'on a vu jusqu'ici. Regardez comment Bompard s'en sort.
Vous l'avez vu, l'université Lyon 2, un professeur d'histoire qui a dressé une liste, je cite, de génocidaires à boycotter quoi qu'il arrive. La direction de l'établissement s'est dit consternée, condamne les propos de l'enseignant. Est-ce que vous les condamnez également ? Mais c'est pas des propos, c'est si j'ai bien compris, une publication sur les réseaux sociaux dans lequel il a indiqué une série de personnes dont il considère que les positions sont des positions de soutien au gouvernement. Et alors, on n'a pas le droit de dire qu'il y a des gens dont on considère que les positions qu'ils défendent dans les médias, donc pour vous, il n'y a pas de problème avec cette liste ? On n'a pas envie de les entendre ou pas envie de les écouter. Moi, j'aurais pas fait de liste personnellement, mais je suis quand même un peu stupéfait. On a quand même le droit de dire que quand des gens défendent un gouvernement, qui est le gouvernement de Monsieur Netanyahou, qui est accusé, je veux le dire quand même, de génocide, après avoir dit pendant des mois et des mois... Non, il n'est pas accusé de génocide. Enfin bon, on va pas rouvrir encore ce débat. Il est accusé de génocide. Il est accusé par certains de génocide, mais il n'y a pas une unanimité à considérer que c'est génocide. Mais on peut rouvrir cette question. En tout cas, quand on est professeur d'histoire, aujourd'hui, pour vous, on peut faire cette liste. Mais madame, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nuancer les choses si vous voulez, mais il y a bien un arrêté de la Cour internationale de justice qui date d'il y a un an et demi qui parle d'un risque de génocide. Voilà, et il y a bien des mandats, madame, il y a bien des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui ont été... Non mais attendez, vous le savez très bien. Balayez ça d'un revers de la main si vous voulez. Vous savez ce que c'est des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité? Parfaitement. Je dis juste qu'il n'est pas... Et madame, depuis... risque de génocide, ne pas dire qu'on est depuis des mois et des mois sur tous les médias en France, excusez-moi de vous le dire quand même. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont des génocidaires pour vous ? Attendez, est-ce que ça veut dire que pour vous... Par exemple, l'animateur Arthur est un génocidaire. Je ne dirais pas ça, mais je dirais par contre qu'ils ont pris des positions politiques de soutien à un gouvernement qui est un gouvernement qui commet un génocide. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que ces gens-là... Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, puisque moi je ne considère pas que les gens qui soutiennent un gouvernement qui commet des crimes contre l'humanité sont eux-mêmes responsables de ces crimes-là. Mais par contre, je pense qu'on a le droit de considérer que leurs positions sont des positions qui sont des positions extrêmement problématiques. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que pendant des mois et des mois, on nous a dit, à partir du moment où il y aura la libération des otages, la guerre s'arrêtera. Et ce que j'observe, c'est que malheureusement, trop tardivement, il y a eu la libération des otages et qu'on a encore des Palestiniens innocents qui meurent aujourd'hui. Et je trouve qu'on devrait davantage parler de ça plutôt que des tweets des uns et des autres. C'est une masterclass de contre-attaque. Regardez ce que Bompard fait. 1. Il distingue. Il dit, je ne dirais pas qu'ils sont génocidaires, mais ils soutiennent un gouvernement qui commet des crimes de guerre. Il fait une nuance. Soutenir différent de commettre. 2. Il recadre. Il ramène au fond les mandats d'arrêt de la CPI, le risque de génocide, les faits. 3. Il retourne l'accusation. Il dit on devrait parler des Palestiniens qui meurent plutôt que des tweets. Brillant. Il sort du piège en distinguant, en recadrant et en retournant. Leçon cruciale. Quand quelqu'un vous force à répondre par oui ou par non à une question extrême, refusez le cadre. Faites une distinction. Je ne dis pas A, je dis B. Puis recadrez sur le fond. Voici le vrai sujet. Ne vous laissez jamais enfermer dans un choix binaire extrême. Dernière technique. 6e et dernière technique, la plus dangereuse. Le faux consensus sur la guerre. Le faux consensus sur la guerre, c'est quoi? C'est présenter la guerre comme inévitable et faire passer ceux qui veulent la paix pour des naïfs. Situation. Le chef d'état-major des armées dit il faut accepter de perdre ses enfants. Macron annonce un service militaire élargi. François Hollande parle de risque de guerre majeur. Tout le monde parle de guerre. Apolline crée un consensus. On prépare tous la guerre. Non? Et si Bompard dit non, moi je veux la paix, elle peut le faire passer pour un naïf, pour quelqu'un qui ne vit pas dans le réel. C'est une technique de propagande. Créer un consensus pour que celui qui le conteste passe pour un fou. Regardez comment Bompard refuse ce consensus. L'évolution du monde, François Hollande parle d'un danger majeur, d'un risque de guerre. Le chef d'état-major des armées a dit qu'il fallait qu'en France, on aille vers l'idée d'accepter de perdre ses enfants. Et Emmanuel Macron s'apprête à annoncer le retour d'un service militaire volontaire, mais le plus large possible. Comment vous réagissez à tout ça ?
D'abord, les propos du chef d'état-major des armées, je pense qu'ils sont très malvenus. C'est pas à lui de faire des déclarations, et en plus, ces déclarations sont très maladroites. Moi, pardon, mais je considère que notre objectif aujourd'hui, c'est pas de se préparer à perdre nos enfants. Je pense que notre objectif, ça doit être plutôt d'œuvrer et de créer des conditions de la paix, et d'une paix qui soit durable. Et je ne crois Mais pas, et je n'ai jamais cru à l'adage que pour préparer la paix, il fallait préparer la guerre. Mais Pour c'est préparer la paix, il faut ce préparer qu'il la paix. dit, évidemment, c'est que si nos adversaires sentent que nous ne sommes pas prêts à effectivement avoir cette grandeur d'âme, comme il dit, Et vous avez l'impression alors il pourrait être tenté, en effet, de nous Et vous envahir. avez l'impression que les propos du chef d'état-major des armées aident dans le pays à une prise de conscience, à un sérieux. Moi, j'ai l'impression plutôt que ça a contribué à semer une forme de Pour vous, c'est panique. l'inverse. Donc oui, je pense que c'est tout à fait contre-productif les propos qu'il a tenus. Moi, je souhaiterais plutôt que la France soit à l'avant-garde, ce qu'elle n'est pas malheureusement, des négociations de paix qui s'ouvrent entre l'Ukraine et la Russie, ou qui mettent du temps à s'ouvrir. Vous les trouvez réalistes. satisfaisantes en ce moment, ces Bah non, négociations? tout le monde voit bien que c'est des négociations qui se préparent pour l'instant entre Vladimir Poutine et Donald Trump, sans les Ukrainiens autour de la table des négociations, et dans lequel la France, l'Union européenne, qui a des intérêts à défendre dans cette histoire. Je veux dire, c'est la question de sa propre sécurité, ce sont des intérêts qu'on a à défendre dans cette histoire. On n'est même pas à la table des négociations pour pouvoir les faire valoir. Ces garanties de sécurité, elles nous impliquent, elles nous concernent. Le fait que les Ukrainiens soient à la table des négociations, ça nous concerne, ça nous intéresse. Et c'est à cela qu'on devrait mobiliser Bien notre sûr. énergie. Écoutez cette phrase. Notre objectif, c'est de créer des conditions pour la paix. C'est puissant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il refuse le cadre mental de la guerre. Tout le monde dit il faut se préparer à la guerre. Bompard dit non, il faut préparer la paix. Et écoutez la deuxième phrase. Je ne crois pas que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Pour préparer la paix, il faut préparer la paix. Il conteste l'adage. Il impose sa vision. Ça demande du courage de dire ça quand tout le monde dit le contraire. Leçon finale. Quand tout le monde semble d'accord sur quelque chose, questionnez ce consensus. Demandez-vous à qui profite ce consensus. Qu'est-ce qu'on nous empêche de penser? Y a-t-il une autre voie possible? Le vrai courage, c'est pas de suivre le consensus, c'est de proposer une autre vision quand elle est plus juste. Voilà les amis, on vient d'analyser ensemble les 6 techniques de manipulation de Apolline de Malherbe. Récapitulons. Technique 1, l'association émotionnelle. Validez l'émotion, revenez aux faits. Technique 2, la fausse symétrie. Refusez la comparaison, recentrez sur vous. Technique 3, l'humour piégé. Réexpliquez le contexte, ne vous excusez pas. Technique 4, le procès par représentation. Ne parlez que de vous. Technique 5, diabolisation par association. Faites des distinctions, refusez les extrêmes. Technique 6, le faux consensus de guerre. Questionnez le consensus, proposez une autre voie. Maintenant, vous êtes armés. La prochaine fois que vous allez regarder une interview politique, vous allez voir toutes ces techniques. Vous allez les reconnaître en temps réel. Parce que c'est ça le but. Pas dire que Apolline est méchante. Elle fait son travail. Mais vous, vous devez comprendre les techniques pour pas vous faire avoir. Alors maintenant, à vous. 1. Likez la vidéo pour que plus de gens apprennent ces techniques. Partagez avec tous ceux qui regardent les interviews politiques. 3. Abonnez-vous pour le prochain décryptage. 4. Commentez. Quelle technique vous a le plus choqué? Rappelez-vous, la connaissance, c'est le pouvoir. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus être manipulé. Vous êtes libre. Bienvenue dans la résistance intellectuelle. À très vite pour un nouveau décryptage. Salut!